Vous souhaitez protéger la Terre avec votre bouclier d'écorce, manipuler les forces élémentaires ou la colère d'un animal féroce? Alors peut-être devrez-vous jouer à un druide. Bienvenue sur ce guide pour Donjons et Dragons par un débutant pour un débutant. Ah, le druide, le cliché de l'amoureux de la nature. Enfin, c'est plutôt la nature qui va vous défendre. Je rigole, mais la plupart des sorts de druides vous permettent de contrôler les animaux et la nature pour qu'ils se battent pour vous. Aimez la nature, et la nature vous le rend bien. Quel est le rôle d'un druide dans un groupe? Alors souvent dans mes guides vous allez m'entendre dire que mes classes sont assez versatiles, mais c'est parce que le jeu propose tellement d'options que dès que vous savez ce que vous voulez faire et avez une idée de comment les réaliser, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, il faudra respecter un certain cadre, mais le cadre est assez large. Ici les rôles secondaires du druide est le soigneur, car vous pouvez soigner de plusieurs manières, ou le deuxième tank, mais on y reviendra un peu plus tard. Mais du coup, quel est le rôle du druide dans un groupe? Eh bien, en voyant toutes les features offertes par les sous-classes et les sorts, j'aurais tendance à dire que vous êtes encouragé vers le rôle de zoneur. Alors c'est pas un vrai mot, ou en tout cas pas un vrai rôle dans Donjons et Dragons, mais c'est pour représenter le fait que vos sorts affectent généralement plusieurs ennemis, ou vous pouvez manipuler le terrain pour le rendre difficile à pratiquer, de manière à ce que vos ennemis restent à distance. Un peu comme dans les jeux de combat en fait. Voyons les caractéristiques. Le druide utilise le D8 pour déterminer ses points de vie, le dé le plus commun parmi les classes du jeu. Vous êtes donc plus résistant qu'un magicien, mais vous n'êtes pas non plus encouragé à prendre des coups, comme pourrait l'être le ranger ou le paladin. Pourtant j'ai mentionné il y a 1 minute que vous pouviez être le tank de secours. Mais j'ai pas oublié, vous inquiétez pas. Vous ajoutez votre bonus de maîtrise dans 2 compétences parmi celles-ci, ainsi que dans vos jets de sauvegarde de sagesse et d'intelligence, vous rendant donc plus résistant aux sorts et aux illusions. Finalement, vous êtes compétent avec le kit d'herbaliste, ce qui vous permet de créer des remèdes assez simples avec des plantes. Plutôt utile. Après, pour les armes et les armures, c'est un peu le bazar. Vous êtes techniquement compétent avec les armures simples et intermédiaires, ainsi que les boucliers, mais vous ne pouvez pas équiper de métal. C'est un peu plus compliqué que ça. En soi, même si le livre dit qu'un druide ne peut pas porter de métal, il n'y a pas de limite ou de conséquences mécaniques si vous en portez. La conséquence est plutôt morale. Pour reprendre l'exemple de Jeremy Crawford dans une des foires aux questions de Donjons et Dragons, il faut voir le druide et le métal un peu comme un végétarien et de la viande. En soi, il peut, mais il a choisi de ne pas le faire. Il y a un aspect éthique et moral en jeu. Si vous équipez du métal, votre cercle de druides qui vous a tout appris pourrait très bien vous renvoyer. Évidemment, c'est votre maître de jeu qui a le dernier mot, et je ne doute pas qu'une histoire très intéressante pourrait se construire autour d'un druide qui a choisi de refuser les traditions pour mieux s'équiper et accepter la civilisation moderne. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que le druide soit forcé de porter quelque chose de plus solide que le bois et le cuir? Seul l'avenir nous le dira. Pour les armes, vous êtes compétent avec les 10 présentes ici. Donc, 7 armes simples de mêlée, 2 armes simples à distance et une arme martiale. Pas d'arc dans tout ça étrangement. Passons aux features. Au premier niveau, vous parlez et comprenez le druidique, la langue secrète des druides. Un peu similaire à la langue des voleurs des roublards, mais ici ce n'est pas une suite de codes pour passer un message discrètement, c'est vraiment une langue à part entière. Également, vous pouvez laisser des messages écrits que vous et toute personne parlant le druide remarqueront immédiatement, ressemblant un peu à des symboles. Les autres devront réussir un jet de perception de 15 minimum pour le trouver, et ne même pas pouvoir le lire. Bien évidemment, la vraie feature niveau 1, c'est le fait de pouvoir lancer des sorts. Vous commencez avec 2 cantrips et 2 slots de sorts, et gagnez un nouveau niveau de sort tous les 2 niveaux, comme est indiqué sur la table ici présente. Votre capacité à lancer des sorts et leur efficacité est déterminée par votre stade de sagesse, et comme le druide est une classe divine, vous pouvez préparer un nombre de sorts égal à votre niveau, plus votre modificateur de sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien comme les autres classes divines, à savoir le prêtre, le paladin, et le ranger techniquement, mais il aime bien casser les pieds. Chaque matin, après avoir fini un long repos, vous pouvez choisir les sorts que vous aurez à disposition le reste de la journée. Cet accès chaque matin à la liste complète de sorts de votre classe fait que d'un côté, vous êtes extrêmement polyvalent et très bien préparé si vous savez à quoi vous attendre, mais de l'autre, il y a toujours ce risque de ne pas avoir préparé les bons sorts. Le drame. Le druide a accès à de très nombreux sorts, et quelques sorts de soi bien pratiques, ainsi que plusieurs moyens de manipuler la nature autour de vous. Beaucoup de sorts de druides affectent une zone, ce qui vous permet de bien gérer les foules. Au niveau 2, vous devenez capable de vous transformer en animal. Forme sauvage vous permet de vous transformer 2 fois par court repos en une créature de la catégorie bête, ce qui regroupe tous les animaux du jeu, mais aussi des trucs un peu plus exotiques comme les hippocampes géants ou les vélociraptors. Cependant, il y a 2 limites à cette feature. La première, c'est que pour vous transformer en animal, il faut d'abord l'avoir vu. Ensuite, tant que vous êtes en dessous du niveau 8, vous ne pouvez pas vous transformer en quelque chose qui vole, et tant que vous êtes en dessous du niveau 4, vous ne pouvez pas vous transformer en quelque chose qui peut nager. Et quel que soit votre niveau, il faut que ces créatures soient en dessous d'un certain niveau de défi, à savoir 1 ou moins si vous n'êtes pas niveau 8. Ah et aussi, vous ne pouvez pas lancer un sort tant que vous êtes dans votre forme sauvage, mais vous pouvez maintenir vos concentrations pour perdurer les effets de notre sort. Bon, c'est quand même pas mal, y a rien d'autre au niveau 2, non? Et oui, parce que le druide est l'une des quelques classes à choisir son archétype au niveau 2. Vous aurez donc le choix entre ces 8 sous-classes qui ont eux-mêmes des sous-classes et... Stop. Pause.
Comme vous pouvez le voir, le druide a de très nombreux choix dès les 2 premiers niveaux, ce qui peut faire que c'est une classe un peu intimidante à prendre pour des tout nouveaux joueurs. Entre tous les sorts à choisir chaque jour, tous les animaux auxquels vous pouvez vous transformer, les sous-classes qui ont eux-mêmes des sous-options. Si vous êtes un nouveau joueur qui ne connaît pas les règles, je vous recommande de faire d'abord des parties tests pour vérifier si la classe vous convient vraiment, plutôt que de mener à une paralysie de choix. Bon, reprenons, qu'est-ce qui reste? Eh bien, ironiquement, pas grand-chose. Ce qui était un peu ironique après le paragraphe précédent. Au niveau 18, votre corps vieillit 10 fois plus lentement. Également, vous êtes capable de réaliser les composantes verbales et somatiques de votre sort, même sous votre forme animale. Ce qui sous-entend que vous êtes maintenant capable de parler, même en étant transformé en ours. Et au niveau 20, vous pouvez utiliser votre forme de sauvage autant de fois que vous le voulez, et donc rester transformé en permanence si vous le désirez. En plus de ça, vous pouvez simplement ignorer les composantes verbales, matérielles et somatiques de votre sort, tant que la partie matérielle n'a pas de coupe. Ce qui veut dire que vous pouvez lancer vos sorts simplement en y pensant, pas besoin de bouger ou de pouvoir parler. Et c'est tout. Ce qui fait peu de features après le barbare ou le guerrier. Bon, en fait, oui, c'est normal, en tant que classe magique, votre feature principale, c'est la magie. C'est de ça que vient toute votre versatilité, et avoir accès à un nouveau niveau de sort tous les 2 niveaux fait que vous avez presque tout le temps des nouvelles options. Et comme pour toutes les classes, vous pouvez choisir au niveau 4, 8, 12, 16 et 19 d'améliorer une de vos stats ou de choisir un don, et au niveau 2, vous choisissez votre sous-classe, ce qui vous donne des features au niveau 2, 6, 10 et 14. Passons aux sous-classes, qu'est-ce qui vous sont offerts? Actuellement, il y a ces 9 sous-classes de proposées, dont une encore en bêta et l'autre pas 100% officielle. Les 2 proposées de base dans les règles sont le cercle de la lune et les cercles de la terre. Parce que oui, il y en a plusieurs. Commençons avec le cercle de la lune. Celui-ci se concentre sur votre forme sauvage pour l'améliorer de diverses façons, vous rendant plus apte au combat rapproché. J'avais dit tout à l'heure que le druide peut servir de deuxième tank, c'est parce que quand vous vous transformez en animal, vous obtenez un nombre de points de vie temporaires. En fait, non, c'est pas des points de vie temporaires, parce que normalement tu peux pas soigner les points de vie temporaires. En fait, vous obtenez une deuxième barre de vie qui vient protéger la vôtre. Enfin, protéger. Votre nouveau nombre de points de vie dépend de la forme que vous avez pris, et vous assumez les stats de la créature dans laquelle vous êtes transformé. Cependant, vous gardez tout de même vos stats d'intelligence, de sagesse et de charisme. Et comme vous pouvez le faire 2 fois par coup repos, vous pouvez éponger pas mal de dégâts, et ainsi remplacer le tank un petit moment. Mais ça c'est la base, tous les druides peuvent faire ça. Choisir le cercle de la lune vous rend plus fort, mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien pour commencer, désormais vous transformer n'est plus une action, mais une action bonus. Je précise parce que contrairement à d'autres features, ici vous n'avez pas le choix. Le fait que ça devient une action bonus vous permet de garder votre action pour pouvoir attaquer immédiatement de votre forme d'ours, et ainsi être prêt immédiatement pour le combat. Ensuite, toujours au niveau 2, le niveau de défi des créatures dans lesquelles vous pouvez vous transformer augmente immédiatement pour devenir 1. Cependant, vous avez tout de même respecté les limitations sur le fait de ne pas pouvoir nager ni voler. Alors, niveau de défi 1, ça semble pas énorme, mais ça veut dire que le druide Cercle de la Lune est la seule sous-classe du jeu à avoir accès à une forme de multi-attaque avant le niveau 5. Je pense qu'il est important de comprendre que le niveau des monstres ne se mesure pas à celui des joueurs, en tout cas pas de la même manière. Un groupe de joueurs niveau 1 ne va pas affronter un monstre de niveau 1, mais plutôt un groupe de niveau 1 quart, ou alors un ou deux ennemis niveau 1,5. Du coup, une bête de niveau 1, c'est super fort. Vous savez ce qu'il y a comme bête au niveau 1? Il y a le grizzly des montagnes. 34 points de vie, 19 en force, 2d6 plus 4 dégâts. Personne n'a 34 points de vie au niveau 2. Même le barbare avec 20 en constitution, il n'a pas 34 points de vie au niveau 2. Vous êtes super fort. Mais ce début en trombe ne va pas durer très longtemps. Effectivement, les animaux sont des créatures réservées plutôt au début du jeu, et vos bonus vont rapidement faire pâle figure si vous avez un guerrier ou un barbare dans votre groupe. Parce que eux, ils prennent des niveaux, et vous, quand vous vous transformez, vous assumez automatiquement les stats de base de l'animal voulu. Donc pas de level up pour votre ours malheureusement. Mais à partir du niveau 6, vous obtenez deux choses. La première, c'est que le niveau de défi des créatures dans lesquelles vous pouvez vous transformer est défini de manière différente. Simplement mis, cela veut dire que le niveau de ces créatures doit être égal ou inférieur à votre niveau Android divisé par 3. Ce qui veut dire que vous pouvez vous transformer en baleine géante au niveau 9. La deuxième, c'est que vos attaques sous forme animale sont considérées comme étant magiques pour outrepasser les résistances et immunités aux dégâts physiques, qui deviennent très communs passé un certain niveau. Au niveau 10, vous obtenez les formes élémentaires. Une feature beaucoup plus limitée que son nom ne l'indique. Vous pouvez brûler vos deux utilisations de la forme de nature d'un coup pour prendre la forme d'un élémentaire. Vous avez le choix entre l'un des 4 élémentaires de base, celui de feu, de terre, d'eau ou d'air. Chacune de ces formes offre des choix qui sont très intéressantes, mais de mon point de vue de joueur qui a presque jamais joué au-dessus du niveau 5, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même tard comme option. Certes, ils ont beaucoup de points de vie, résistance aux dégâts physiques non magiques, mais pour le niveau 10, c'est pas hyper fort. C'est certes mieux que les animaux dans lesquels vous avez accès à ce niveau, mais pour le niveau 10, disons qu'il y a mieux qui est sorti entre temps. Au niveau 14, vous obtenez les 1000 formes.
ce qui vous permet de lancer le sort Alter Self sur vous-même à volonté, permettant d'être adapté à tous les environnements. Vous pouvez respirer sous l'eau, avoir des griffes ou des cornes, changer votre poids ou la couleur de votre peau ou simplement la couleur de vos yeux. Seule limite, c'est que vous ne pouvez pas changer de catégorie de taille, donc vous ne pouvez pas faire 3 mètres d'un coup, et vous devez garder une anatomie similaire à celle que vous avez déjà, donc vous ne pourrez pas vous transformer en centaure malheureusement. Les cercles de la Terre à présent, qui va demander une petite introduction. Les cercles de la Terre améliorent vos talents magiques, vous permettent de récupérer des sorts en faisant une courte pause, et votre aura magique vous protège plus ou moins efficacement. La raison pour laquelle je dis les cercles, c'est parce que quand vous choisissez cette sous-classe, vous devez ensuite choisir un environnement qui déterminera les sorts bonus que vous obtiendrez. Vous avez le choix entre le cercle arctique, côte, désert, forêt, plaine, montagne, marée et souterrain. Les cercles vous donnent chacun des sorts bonus au niveau 3, 5, 7 et 9, mais ne comptent pas contre le nombre total de sorts que vous pouvez préparer dans la journée. Donc disons que si vous êtes genre niveau 5 et vous avez un plus 3 en sagesse, vous pouvez donc préparer un total de 8 sorts, et en plus de ça, vous avez 4 sorts bonus qui sont tout le temps disponibles. Après ça, l'environnement que vous choisissez n'a pas d'autre impact mécanique sur la classe. En plus de ça, au niveau 2, vous apprenez un cantrip supplémentaire et vous pouvez récupérer des slots de magie en finissant des coups repos. La feature récupération naturelle fonctionne à peu près de la même manière que la récupération arcanique pour le magicien. Mais c'est un peu particulier à expliquer. En fait, vous avez un nombre de points égal à votre niveau en druide divisé par 2 et arrondi au-dessus. Quand vous faites un coup repos, vous pouvez dépenser ces points pour récupérer des slots et ainsi lancer plus de sorts dans la journée. Pour pouvoir récupérer un slot, vous devez dépenser un nombre de points égal au niveau du slot. Donc si vous êtes niveau 5, vous avez 3 points. Vous pouvez donc récupérer un slot de 3ème niveau, ou 3 slots de 1er niveau. Ou alors un mix des deux, en récupérant un slot de 2ème niveau et un slot de 1er niveau. Et enfin, après avoir utilisé cette feature, vous ne pouvez pas la réutiliser avant d'avoir fini votre prochain long repos. Au niveau 6, vous obtenez Land Stride. Cette feature ne sert à rien. Ceux qui ont vu la vidéo du Ranger savent de quoi je veux parler. Bon, elle sert pas entièrement à rien, ignorer les terrains difficiles et les dégâts de plantes non magiques est cool, mais ce qui fait grincer les dents, c'est du détail non magique, ce qui fait que du coup ça n'inclut pas les effets d'un repère de dragon ou du sort Nidronce. Ça donne aussi avantage sur les jets de sauvegarde pour résister aux plantes qui sont contrôlées ou créées magiquement, mais qui sont faits pour limiter le mouvement spécifiquement. Sur les 502 sorts disponibles actuellement, seulement 7 permettent de contrôler les plantes, et 3 gênent le mouvement. Et si vous dites qu'il y a toujours les monstres plantes, bah... ouais, sur les 43 monstres plantes, vous aurez avantage face aux compétences de 4 d'entre eux. Passons à la suite. Au niveau 10, vous obtenez la protection de la nature, ce qui fait que vous ne pouvez pas être charmé ou effrayé par les élémentaires ou les fées. Ce qui est pas mal, c'est une tactique commune pour les fées d'essayer de contrôler les émotions des gens. Et même si cette feature fonctionne que face à 2 types de monstres, au moins ça fait 2 types de monstres qui sont d'un coup beaucoup moins efficaces face à... Excusez-moi, Sam du futur, désolé de vous interrompre. Il se trouve qu'en fait j'ai regardé dans le menu du monstre et il n'y a pas d'élémentaire qui inflige le statut frayeur ou charme. Donc à quoi sert la feature? Désolé de vous interrompre, Sam du futur, plus tard, à cause du doute, j'ai revérifié, et en fait, il y a un élémentaire, le Dao, qui est un génie, qui connaît effectivement le sort Phantasmal Killer, qui inflige ce statut effrayé. Du coup, la feature sert face à un monstre. C'est nul, ça sert à... Non, je reste convaincu que ça ne sert à rien. Également, vous êtes immunisé au poison, et vous ne pouvez pas contracter de maladie. Ce qui est beaucoup mieux que ça en a l'air. L'immunité au poison, même si c'est très facile à avoir dans le jeu, est toujours quelque chose de bon à avoir, parce que qu'importe votre niveau, il y a toujours une créature qui fait des dégâts de poison. Quant à l'immunité aux maladies, ça sent pas incroyable comme ça, mais il y a un nombre surprenant de monstres qui infligent des malus, plutôt que de passer par le poison, passent par des maladies. Et honnêtement, en voyant ce que propose le jeu, je préfère honnêtement être protégé. Au niveau 14, vous obtenez le sanctuaire de la nature. Les monstres catégorisés bêtes ou plantes hésitent à vous attaquer. Si elle vous attaque, la créature doit d'abord faire un jet de sauvegarde de sagesse, et si elle échoue, elle doit attaquer quelqu'un d'autre, ou abandonner son attaque tout simplement. Si elle réussit par contre, elle est immunisée aux effets durant les prochaines 24 heures. Alors encore une fois, c'est pas incroyable, mais ça fait 2 types de créatures de plus face auxquelles vous avez un avantage, et cela solidifie vraiment l'idée que vous ne faites qu'un avec la nature. Bon, en 5 pages de texte, il est temps de créer un personnage. Votre stat la plus importante ici devrait être la sagesse, celle qui permettra d'avoir plus de sorts, leur efficacité, de mieux soigner, etc. La deuxième devrait être votre constitution, non pas pour avoir plus de points de vie, mais pour vous aider à maintenir concentration sur vos sorts. C'est pas trop grave si votre dextérité est pas très élevée, parce que normalement, si vous êtes au corps à corps, eh bien vous devriez être sous votre forme animale pour pouvoir éponger les dégâts, et du coup vous utilisez les stats des animaux au lieu des vôtres. Comme pour le ranger, l'elfe des bois est presque le choix par défaut. Mais le Furbolg remplit aussi très bien le rôle, vu qu'il y a déjà une orientation un peu druidique. Perso, j'utilise une race qui sera pas autorisée partout. L'humain Mark of Handling, qui vous donne du coup la feature de parler avec les animaux et les monstruosités. En sort mineur, la sauvagerie primordiale est un très bon choix, infligeant 1 des 10 de dégâts d'acide. Très peu de créatures y sont résistants ou immunisées, et ça vous donnera une option si jamais une créature s'approche un peu trop proche de vous. Mention de givre aussi est bien, mais seulement à bas niveau, le sort inflige 1 des 6 de dégâts de glace, ce qui est suffisant.
et impose des avantages sur la prochaine attaque. La raison pour laquelle le sort n'est efficace qu'à bas niveau, c'est parce que les monstres ont très rapidement multi-attaque. Prenez par exemple le hibbourse qui peut attaquer 3 fois alors que c'est une créature de niveau de défi 5. Ou l'ours de tout à l'heure qui est niveau 1. Et en face, le bonus de constitution des monstres augmente très rapidement, ce qui fait que le sort devient difficile à placer. Pas impossible, mais pas fou non plus. Si votre maître de jeu autorise les nouvelles règles de Tasha, alors vous pouvez toujours le changer plus tard. Shillelagh ou Gourdin Magique est aussi un sort offensif assez intéressant. Si vous manipulez un club ou une arme faite en bois, vous pouvez l'infuser de votre énergie magique, et le dé de dégâts devient 1 des 8 plus votre modificateur de sort. Ce qui fait que pour un druide, vous pouvez vous battre au corps à corps en utilisant la sagesse plutôt que votre force ou dextérité, et du coup peut facilement compenser des stats un peu faibles. En sort plus utilitaire, j'en ai 2 à recommander. Druidcraft, et je vais pas mentir, quand j'ai vu ce sort à la base, je l'ai trouvé inutile, je pensais qu'il servait à rien. Mais en fait, c'est un de ces sorts de démonstration de pouvoir magique mineur qui devient incroyablement utile dès que tu sais être un petit peu créatif. Anecdote, j'ai une fois réussi à forcer 2 papillons carnivores géants à s'entretuer en leur donnant l'odeur de leur repas préféré. Elle est pas génial ce jeu! Ensuite, un sort pour contrôler les éléments comme façonnage de l'eau ou contrôle-feu est toujours très pratique. Pour les premiers niveaux, parler avec les animaux, évidemment. Couteau de glace, qu'est-ce qui fait mal pour un premier niveau? Absorbe l'element, c'est pas mal si vous voulez la jouer mêlée. Ligotage, évidemment toujours très pratique. Et il y a un sort de soin. Il y a 3 sorts de soin au premier niveau. Good Berries, qui est inutile en combat. Vous faites apparaître 10 baies, et il vous faut une action pour manger une baie. C'est nul. Mais il est utile hors combat. Quand vous soignez un nombre de points de vie fixe, à savoir 10, vous pouvez l'utiliser pour aider votre groupe à se soigner après un combat, et ainsi répartir parmi ceux qui en ont le plus besoin. Cure Wound est le sort de soin par défaut. Immédiat, soigner 1 des 8, et vous pouvez toujours le lancer à un niveau de sort supérieur pour lancer plus de dés d'un coup. C'est un peu le sort de référence en début de jeu. Le seul souci c'est qu'il demande contact, et du coup il faut toucher les personnes que vous devez soigner. Ce qui fait du coup que Mot Soignant est ultra pratique. Il demande une action bonus et a une portée de 18 mètres. Et soigner avec une action bonus, c'est super fort! Le coup ici pour une telle efficacité est que vous soignez seulement 1 des 4 plus votre modificateur de sort. Mais vous pouvez toujours le lancer à plus haut niveau pour lancer plus de dés. Et voilà, avec tout ça vous devriez mieux connaître la classe et comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le jeu. Je vous dis à bientôt pour le prochain guide, et d'ici là, que la nature vous protège.